Le grand live du numérique, Best of, avec Sébastien Poineau. Salut à tous, bienvenue. Nous sommes au cœur du Best of de Tech & Co. Et dans ce replay, on va s'intéresser là pendant une demi-heure aux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, le club des 5 qui valent désormais plus de 500 milliards de dollars. Et oui, c'est possible, et c'est le cas en tout cas depuis cette fin de semaine. On en parlait dans Tech & Co. Ces derniers jours avec Jacques-Aurélien Marciero. Il est gérant action, gérant de portefeuille chez Edmond Rothschild. On retrouvera aussi dans un instant le chef économiste d'Aurel BGC, qu'on entend souvent le matin sur BFM Business, et Christian Parizeau. Mais d'abord, direction New York, l'avis de Grégory Volokin qui préside Mescart Financial Services. Est-ce qu'on n'est pas dans l'excès? Est-ce qu'on ne recommence pas là la bulle de l'an 2000 avec des valorisations complètement dingues? L'avis de Grégory Volokin. C'est à la fois une bonne question et c'est une question à laquelle on ne peut absolument pas répondre. Excessif par rapport à quoi? Alors vous allez me dire, mais par rapport aux valorisations. Or, il se trouve qu'en fait, si vous regardez les valorisations des principales coupables ou des principaux coupables de cette hausse, et on parle des fameux FANG, elles ne sont pas donc tellement Facebook, excessives. Amazon, il faut Netflix, se souvenir que Google. Quand vous faisiez la moyenne... Oui, exactement. Quand vous faisiez la moyenne des valorisations en 2000, pendant la bulle Internet, sur le compartiment du S&P 500 de techno ou sur le Nasdaq, on arrivait pratiquement à 50 fois les profits. Là, on en est à 22, 23 fois. Donc déjà, on peut pas dire que sur l'ensemble de ce Nasdaq, il y a eu un excès de valorisation. Et puis vous regardez ces compagnies, Google et les autres. On va parler de Google puisqu'aujourd'hui ils publient leurs résultats. Google, en fait, cette année va se vendre entre 23 et 24 fois les profits. Alors avec un taux de croissance supérieur à 20%, pour un investisseur qui aime la croissance, c'est pas trop cher payer cette croissance. La question n'est pas là. La question c'est, est-ce que la croissance peut toujours continuer? Et aujourd'hui, il y a eu un petit signe quand même un peu inquiétant avec leur marge qui commence un tout petit peu à s'infléchir. Donc peut-être que c'est ça qu'il faudra se poser comme question dans l'avenir pour Google ou Facebook. Oui, parce que vous, forcément, vous cherchez les paris d'après et le potentiel de chaque valeur. Sur Google, pendant qu'on y est, Christian Parizeau, vous qui scrutez là tous ces résultats les uns après les autres, le premier semestre, il est bon, il est moyen? Non, il est exceptionnel. Faut être honnête. Alors après, c'est vrai qu'on est très exigeant. On regarde la valorisation aujourd'hui de Google, donc on va chercher la petite bête. Mais faut être honnête. Une entreprise qui a ce niveau de chiffre d'affaires fait encore des taux de croissance à plus de 20%. Il y en a pas non plus des milliers Donc après, il y a des risques. Il y a des risques juridiques qui commencent à apparaître. Il y a une histoire qui sera sûrement moins belle dans les prochaines années, à mon avis, sur Google que sur les 10 dernières années. Donc vous évoquez l'amende de l'Union européenne. Oui, mais plein de problèmes de position dominante. On parle de transaction parce que il y a pas réussi à les... Voilà, position dominante. Alors, ce qui était fait référence, c'est-à-dire que, grosso modo, ce qu'on regarde, c'est deux choses. C'est-à-dire qu'il y a le volume de publicité fois le prix. Et le volume reste très fort. Par contre, le prix de la publicité a tendance à diminuer parce que ce qu'avait Google avant, c'est qu'il faisait beaucoup de publicité sur les PC, qui étaient assez bien rémunérés. Et de plus en plus, les publicités vont sur les mobiles. Et les mobiles sont moins bien... La publicité le clic sur mobile rapporte moins sur le mobile. Voilà. Donc du coup, on a une pression justement sur cette marge de la publicité, mais en volume et en recette totale, la croissance du marché publicitaire est telle qu'on a encore une croissance très forte. Mais c'est vrai qu'on commence à se poser des questions. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand on parlait, alors pour reprendre la question de départ, est-ce qu'il y a une valorisation, un excès de valorisation? Je pense qu'il n'y a pas un excès de valorisation. Mais ce qui est un peu gênant aujourd'hui dans ce qui se passe dans les technologies, c'est qu'on a joué des thématiques et des valeurs très pointues. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, si vous prenez, mais c'est à juste titre, un titre comme IBM, il se paye 12 fois les résultats. Il se paye pas très cher, mais il faut dire que l'entreprise ne sort pas des très bons résultats. Donc on est très loin, je dirais, de la fin combien 21 trimestres d'affilée de baisse du chiffre d'affaires. De baisse de chiffre d'affaires. Ils ont un vrai problème. Bon, ils ont une activité qui est en train de prendre le relais, qui est une activité à forte croissance, mais ils ont les vieux métiers aujourd'hui qui sont en perte de vitesse. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que justement, les investisseurs sont sélectifs. C'est-à-dire qu'on n'achète pas les technologiques, les yeux fermés, on n'achète pas n'importe quoi. Donc, premier élément, il n'y a pas un excès dans le sens qu'en 2000, on achetait n'importe quoi. Il suffisait que vous disiez, vous faisiez un peu de technologie dans votre entreprise pour qu'on vous valorise à des niveaux... On aime bien notamment les jeunes tech qui ont 5, 10, 15 ans, quoi. Voilà. Les vieilles tech, déjà, c'est plus trop à la mode. Ah, il y a ça, mais je pense qu'il faut vraiment rentrer dans les histoires des entreprises et on voit qu'il y a du discernement du marché. Par contre, ce qui est un peu gênant, c'est qu'on joue des thématiques relativement simples parce que il y a que là qu'il y a de la croissance. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, tout ce qui est autour du monde du PC, c'est en train de décliner.
Donc ça sert à rien d'acheter un accessoiriste qui fait des souris, ou alors on a aussi beaucoup ce qu'on appelle la commodities, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de produits technologiques qui sont devenus facilement copiables, facilement à produire. Donc il n'y a pas de marge, il n'y a rien. Voilà. Donc on voit que du coup on se cale sur des valeurs qui ont des forts potentiels, qui sortent des très bons résultats, mais on joue que quelques valeurs. Et d'où le fait qu'on parlait tout à l'heure de l'acronyme, mais on joue finalement du Facebook, du Netflix. Ce sont des valeurs qui sont des ruptures technologiques importantes, mais il suffit que Netflix vous annonce un abonné de moins que le consensus, et là, on aura forcément une correction qui sera peut-être un petit peu sévère. Mais parce que justement, on tire le fil sur quelques valeurs, donc ça rend très fragile le niveau de valorisation du Nasdaq. Et depuis le début de l'année, ces valeurs tech qu'on commente tous les jours, Tesla, Netflix et autres, ça représente combien de la hausse du marché américain ? Alors, la moitié, 2/3 alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est qu'il y a une sorte de balancier. C'est-à-dire qu'au début d'année, on a joué ce qu'on appelait les valeurs Trump. On jouait des valeurs qui allaient profiter de l'administration américaine, qui allait relancer l'économie par les baisses d'impôts, etc., les financières, la dérégulation. Bon, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un gros mouvement. On a quitté ces valeurs un petit peu très domestiques pour aller sur les valeurs technologiques, parce qu'on a eu entre-temps beaucoup de déceptions autour de l'administration Trump, beaucoup de déceptions sur la croissance américaine. Donc on a acheté des valeurs qui ne sont pas sensibles à la croissance américaine. On a acheté justement ces valeurs technologiques parce que justement on échappait à un mauvais chiffre de production industrielle américain. Donc du coup, on a eu un gros revirement, et donc je dirais que sur la période récente, c'est l'essentiel de la hausse, c'est quand même beaucoup appuyé sur ces valeurs technologiques. Alors j'ai plus en tête le chiffre, mais c'est quand même l'essentiel de la hausse aujourd'hui de Wall Street, c'est ces valeurs-là, mais c'est surtout, on a le sentiment que aux yeux des Américains, c'est qu'est-ce que je joue si je joue pas les valeurs technologiques aujourd'hui? Parce que jouer les secteurs des télécoms, alors qu'il y a une guerre des prix, un peu à l'image de ce qu'on a connu en France dans le secteur des télécoms, à une guerre des prix sur les forfaits, je vais pas acheter les télécoms, je vais pas acheter la consommation, parce que la consommation est très peu dynamique. Donc on joue un peu ces valeurs technologiques un peu par défaut sur la bourse américaine, parce qu'on n'a pas de grande thématique à jouer autrement. Et regardez les derniers résultats là, on voit que beaucoup de sociétés déçoivent, et on regarde de très près les technologies, parce qu'on dit si les tech sortent des mauvais résultats, là il y a vraiment un risque sur l'orientation de l'indice global aux États-Unis. Jacques Aurélien, Edmond Rothschild, vous trouvez aussi que Wall Street, que les marchés en général font le tri là, entre les bons, les mauvais chevaux? Alors je dirais que si je devais résumer le marché et Google en 3 chiffres, je dirais le premier c'est 2,5. 2,5 c'est la baisse de Google aujourd'hui, sur des résultats, comme vous l'avez dit, qui sont assez exceptionnels. Les 2 autres chiffres, c'est 1600 employés qu'ils ont recrutés ce trimestre et 4 milliards dépensés en R&D sur le trimestre. Donc ça vous en dit long quand même sur ce que la société est capable de faire, sachant que 4 milliards de R&D, c'est le budget annuel de beaucoup de boîtes du CAC 40. Mais la baisse de 2,5% de Google, ça illustre une chose, c'est l'indigestion du marché. Aujourd'hui, les résultats sont bons, mais le titre baisse car il avait déjà monté de 25% avant la publication des résultats. Depuis l'année. Voilà. Et c'est un peu ce qui attend, à mon avis, un grand nombre de sociétés de technologie sur l'année. On n'est pas dans une bulle qui va s'effondrer, on est juste dans une indigestion. Il va falloir tranquillement digérer, revenir sur des valorisations plus raisonnables, que les bénéfices viennent en adéquation avec les valorisations. Ça va prendre un peu de temps, mais on n'est pas du tout dans une bulle. Mais les valos sont plutôt raisonnables. C'est ce que disait tout à l'heure Grégory. Effectivement, quand on compare à 2000 ou ce que vous disiez aussi Christian, ça semble pas très très cher. Alors oui, il y a des caps symboliques, des seuils psychologiques, et sur les valorisations et sur même le prix des actions. Hein, Grégory, Amazon, Google, autour, voire à plus de $1000 l'action. Ça fait cher, mais bon, ça veut rien dire évidemment. Et pour être à $1, ce serait la même, quoi. Non, ça veut absolument rien dire. Et en fait, disons, au moins, il y a un côté positif d'avoir ces actions qui ont des très hauts prix. Ça empêche un peu ce qu'on appelle les day traders de rentrer et de sortir trop rapidement de ce genre de titres. Donc, c'est ceux qui vendent et achètent le même jour. Préfèrent garder exactement, hein, qui peut-être vont rentrer, acheter, vendre 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois dans la journée pour bénéficier de tout petits mouvements. Évidemment, avec une action à $1000, c'est un peu plus compliqué. Donc, je dirais, à part ça, ça n'a pas d'autre signification. Sur les valorisations, vous aussi, vous êtes comme Christian, là, vous considérez que sur un passé récent, en tout cas, l'essentiel de la hausse, c'est fait grâce ou à cause des techs? Oui, alors le chiffre, en fait, il est pas si compliqué, il est même assez simple de se souvenir de ce chiffre. C'est 48% de la hausse du S&P cette année est due aux FANG, on va de nouveau dire Facebook, Amazon, Netflix, Google et enfin ça nous suffit. Donc 48%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même que vous avez beaucoup d'autres compagnies qui n'ont pas du tout monté autant cette année aux États-Unis, mais aussi il faut quand même se souvenir, je regardais aujourd'hui des compagnies qui ne sont
ni du tout dans la technologie, ni particulièrement récente. Prenez par exemple McDonald's. McDonald's, cette année, est plus en hausse que Google. On n'en parle pas tous les jours, alors qu'on parle de Google tous les jours. Ça veut dire quoi? C'est un rattrapage? Alors, ils ont eu des années noires avant, McDo, parce que McDonald's est aussi en hausse. Évidemment, mais ça veut dire aussi que cette saison des earnings, des résultats, est, contrairement à ce que disait un de vos invités, est exceptionnelle pour le moment. 83% des compagnies sont arrivées avec des résultats meilleurs qu'attendus. Il y a croissance à la fois des ventes, croissance des profits. Il y a eu très très peu de mauvaises surprises. Alors je dirais que quand ces actions baissent, c'est exactement ce que vous souleviez, c'est ce phénomène d'indigestion. Tout le monde est en même temps sur les mêmes titres, tout le monde a profité de ces hausses de 20, 30, 40%, et il y a de temps en temps des moments où il faut en rendre un peu. Mais c'est plus un phénomène d'indigestion que la fin d'un mouvement, je dirais, qui va encore être assez périn, mais je dirais il y a des signaux, et ces signaux d'alerte, c'est pas la valorisation, c'est quand ou bien la croissance diminue, et on n'a pas du tout ça face à nous avec un Google, ou bien quand les marges commencent à diminuer, et ça c'est beaucoup plus inquiétant. On a peut-être des signes aujourd'hui, on verra avec les résultats d'un Facebook par exemple, est-ce que leurs marges qui viennent comme Google de la publicité, est-ce que ces marges diminuent aussi un peu? Et puis il y a aussi des titres dont personne ou presque ne veut. On a connu Snapchat à 25, peut-être 30 milliards de dollars. Elle en vaut 2 fois moins aujourd'hui. Christian, on ira voir aussi Grégory là-dessus. Oui, non, mais après, là, on est en plus sur des titres spéculatifs, avec des ruptures technologiques qui peuvent arriver du jour au lendemain. Et on a vu Snapchat, c'est aussi un échec. Twitter, c'est un échec. C'est un échec, ils les enterraient pas, ils sont en bourse depuis quelques mois. Ils les enterrent pas, mais par rapport à un Facebook, c'est vrai qu'il y a une comparaison qui s'impose. Facebook, premier jour de bourse, moins 40% en 2012. D'accord, mais en termes, si on doit prendre le recul et si on regarde fondamentalement, c'est-à-dire que Facebook, on est sur une entreprise qui a su vraiment utiliser son réseau social pour améliorer son audience, développer son audience et aujourd'hui monétiser son audience. Twitter a une audience mais n'arrive pas à le monétiser véritablement. Donc on voit qu'ils ont calé. Mais c'est vrai que moi je me souviens de la première conférence de presse de conf call de Monsieur Zuckerberg. Il a dit c'était première sur Facebook. Il dit voilà, on a notre réseau, je sais pas du tout comment on va gagner de l'argent. Il nous le disait franchement. Et il a dit, j'ai embauché 200 ingénieurs, on y réfléchit, on va faire un mauvais pour trouver comment on va gagner de l'argent. Bon, il a trouvé. Mais sinon, c'était un échec. Google aujourd'hui. Voilà, c'était un échec. Formidable. Donc, il faut faire très attention parce que il y a toujours des ruptures. Mais je vous prends un exemple, Uber aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations sur l'avenir d'Uber. Ça veut pas dire que c'est une réussite économique dans notre vie de tous les jours, dans le transport, mais la survie de la société est pas faite encore aujourd'hui. Ils ont cramé beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup d'incertitudes. Sur le marché clé, on va dire 68 milliards de dollars. C'est la plus grosse licorne et la plus forte croissance. Mais demain, ça vaudra peut-être que 10 milliards. On est d'accord. On est d'accord. Mais comme en bourse d'ailleurs, on peut chuter. Jacques-Aurélien, avant une courte pause, peut-être sur Snap notamment. Justement, pour moi, Snap appartient à l'avant-garde de la technologie, qui est un secteur de la technologie dont on parle assez peu, parce que finalement, les FANG occupent le devant de la scène. Mais aujourd'hui, vous avez des corrections très violentes sur les sociétés comme CyberArk dans la cybersécurité et plein de sociétés qui se sont introduites en bourse cette année. On a une très forte hausse des introductions en bourse dans la tech par rapport à l'année dernière. Ça se passe mal alors? Celles qui vont encore en bourse, c'est compliqué? Alors cette année, ça se passe beaucoup mieux qu'en 2016. Alors, en 2016, nous avions surtout des sorties de bourse par des rachats. Donc on a eu plus de fusions-acquisitions dans la tech en 2016 que les 5 années précédentes dans le software principalement. Cette année, il y a très peu de M&A, donc de fusion-acquisition, mais beaucoup d'introductions en bourse. Et ces introductions en bourse se font sur des valorisations très fortes et les corrections sont très violentes à la moindre déception ou au moindre risque technologique quand celui-ci recommence à surgir. On a vu des baisses de 17-20% sur de nombreuses sociétés, mais qui ne font pas encore la une des médias car elles ont des capitalisations entre 1 et 5 milliards de dollars. Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Best of. Avec nos invités, on parle des valorisations au Nasdaq, en partie effectivement, et à Wall Street, tirées par les nouvelles technologies. Ça tombe bien, on est dans Tech Co. On en parle avec Jacques-Aurélien Marciro, Edmond Rothschild, avec Christian Parizeau, Aurel BGC, vous êtes le chef économiste, et Grégory Volokin depuis New York. Grégory, effectivement, depuis New York, on parlait de Snapchat, là, Snap, et ce document qui avait été envoyé quand ils sont allés en bourse en disant peut-être qu'on ne trouvera jamais de business model, peut-être qu'on ne gagnera jamais le moindre dollar. Ça n'avait effrayé personne, hein. L'action est bien montée les premiers jours. Depuis patatras, c'est beaucoup plus compliqué, elle est au plus bas. Oui, et il y a
il y a une raison qui est vraiment assez simple et qui s'appelle Facebook. Il faut savoir que Facebook, quelques jours après l'introduction en bourse de Snapchat, a introduit exactement les mêmes possibilités sur leur Messenger que Snap. Ce qui fait que Facebook, en l'espace de quelques semaines, ils ont eu 400 millions d'utilisateurs d'un produit qui était exactement la même chose que Snapchat. Snapchat est resté coincé avec ses 160 millions d'utilisateurs. Il n'y a pas vraiment de relais de croissance. Moi, je suis extrêmement pessimiste sur une compagnie qui est à la fois monoproduit et en plus qui est face à la concurrence donc d'un Facebook. Et je dirais que même si on ne parle pas de valorisation de Snapchat, qui de toute façon ne gagne pas d'argent et n'en gagnera peut-être jamais, est-ce que c'est une compagnie qui aurait dû être introduite en bourse? C'est clair que si vous êtes dans le capital avant l'introduction en bourse, vous avez très envie de toucher vos billes. Par contre, pour des actionnaires, pour des investisseurs, s'ils avaient lu un peu le prospectus et si maintenant ils réfléchissent au business model, je ne vois pas comment ils peuvent justifier actuellement un investissement dans la compagnie. Jacques-Aurélien, Edmond Rothschild. Ce qui est très, très violent dans le secteur technologique, c'est que dès que vous êtes comparé à une société en déclin, ça se passe très mal. Et l'exemple de Snapchat, c'est que de plus en plus de gens comparent Snapchat à Twitter. Et cette comparaison, elle est mortelle dans le sens où vous passez dans l'œil du grand public du camp des gagnants à celui des perdants, alors que quelques mois avant, on comparait Snapchat à Facebook. Très juste. Ouais. Exactement. Et ça, c'est vraiment... souvent, les sociétés sont mortes avant de l'être financièrement. On peut penser à Yahoo, finalement, qui a eu une longue agonie. Ils ont été enterrés 10 fois. Ouais. Exactement. Et pourtant, prenons les articles de presse. Il y a une dizaine d'années, en 2006, quand Microsoft était prêt à les racheter à Pandore, tout le monde pensait que Yahoo était immortel du haut de son 1 milliard de comptes email Yahoo et des gens qui se connectaient tous les jours sur la plateforme. Donc c'est vrai qu'il y avait une sorte d'invincibilité qui peut tomber très très vite. Et on le voit dans le cadre de Snapchat, mais on pourrait le voir un jour sur d'autres valeurs. D'où le fait qu'un Facebook a été prêt à acheter 20 milliards WhatsApp pour s'acheter cette immunité, justement. Bon, pas Apple, ça ne veut pas arriver à Apple. Depuis 2009, ils ne font quasiment que monter. Il y a eu des petits trous d'air. Vous aurez tous votre avis là-dessus, messieurs. Est-ce que tout gérant digne de ce nom doit avoir du Apple, qui se traînait à $30 après Lehman Brothers, après la chute des subprimes, qui est aujourd'hui autour de $150. Ceux qui écoutent comme ça, qui se connectent sur BFM Business, qui viennent de zapper à la radio, à la télé, ça leur parle pas. Sauf qu'en sonnant et trébuchant, ça fait 800 milliards. Ça vaut 800 milliards, ils sont loin devant tout le monde. C'est une belle machine, mais qui commence à s'endormir un petit peu, quoi, on va dire. C'est-à-dire que c'est vrai que on a le sentiment que le souffle de l'innovation maintenant, c'est plutôt du côté de Samsung en termes techniques, en termes d'appareils. Ce qui pourrait sauver Apple aujourd'hui, c'est un peu ce que nous vend Monsieur Cook, c'est-à-dire que c'est l'idée que ok, je fais des terminaux, c'est pas les meilleurs terminaux du monde, mais ce qui compte, c'est finalement ce que je vais pouvoir greffer comme chiffre d'affaires autour de ce terminal. C'est-à-dire que quand je vends votre terminal, je vais vendre de la vidéo, je vais vous vendre des applications, et finalement, en me prenant un segment de personnes qui sont prêtes à acheter très cher une sorte de produit de luxe technologique, ce sont des personnes qui vont forcément consommer beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de tout ce qui est annexe autour, et donc finalement, mon téléphone, c'est plus un accès à des services payants. Et c'est ce qui est en train de muter Apple, parce qu'ils ont, pour moi, perdu la brique technologique. Ce qui était vraiment l'essentiel et le moteur de la création d'Apple, c'est vous êtes une boîte informatique. Ouais. Maintenant, ça va devenir une boîte de services informatiques par son moyen, par son terminal, par son iPad. Les terminaux restant un hub, mais pour consommer un peu de cloud, un peu de musique, un peu de cinéma. Ils ont perdu leur ingénieur en chef, qui avait les bonnes idées. Alors après, on peut dire tout ce qu'on veut sur le dirigeant, mais mais il n'était même pas ingénieur. Non, mais c'est lui qui a insufflé les bonnes idées. Après, c'est pas lui qui a trouvé le MP3, mais c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser le MP3 pour stocker la musique dans un petit appareil. Et c'est lui qui à un moment a vu que ces petits baladeurs MP3, ils allaient être concurrencés par les téléphones, parce que les téléphones seraient un jour capables de lire la musique. Vous allez me dire, c'est une petite idée ça, mais ça a suffi pour changer l'orientation d'Apple et de dire à un moment donné, quand ils étaient au plus haut sur la musique, de dire j'attaque les téléphones. Alors qu'à l'époque, c'était Nokia. Rappelez-vous, Nokia qui était indétrônable. On disait, mais personne ne battra Nokia un jour. Et le patron de Nokia France, qui vient régulièrement nous voir, nous rappelle que, en conseil d'administration à Helsinki, ils ont balancé le premier iPhone comme ça sur la table, genre le mercredi après la sortie. On a regardé, tiens, il y a un téléphone qui vient de sortir, il faut le recharger tous les soirs. Évidemment, messieurs, ça ne marchera jamais.
On continue notre conseil d'administration. Et c'était pour eux régler. Le problème d'Apple était... Voilà, c'est ça. Non, mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Donc, ce qui manque aujourd'hui à Apple, pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce souffle d'innovation. Mais après, l'entreprise, elle peut vivre des années. Regardez, on parlait tout à l'heure d'IBM. IBM a été novateur. Ils ont loupé énormément de choses. Et aujourd'hui, c'est pas une société qui a fait faillite. Mais elle a plus ce souffle qu'elle a connu au départ d'innovation. Et là, on voit que Apple est en train de passer, à mon avis, beaucoup plus sur une société de service que véritablement d'innovation. Elle a perdu le combat aujourd'hui, pour moi, en termes d'innovation par rapport à quelqu'un comme Samsung, en partie aussi parce que son modèle arrive aussi à bout de souffle, parce que son modèle de dire je sous-traite tout, y compris les composants les plus essentiels comme les écrans aujourd'hui, ils sont dépendants aujourd'hui de Samsung, bah forcément Samsung va regarder ses meilleures innovations pour lui et ne les fournira pas à Apple. Donc on voit qu'il y a aussi un modèle aussi qui arrive à la fin et ils ont pas, je pense qu'ils n'ont pas su s'adapter à ça. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise est morte pour autant. Ça reste quand même un rouleau compresseur, ça reste quand même une entreprise qui est très rentable et c'est quand même une de celles qui gagne le plus d'argent sur les smartphones. On peut toujours critiquer, mais ils arrivent à en vendre et avec des grosses marges. Jacques Aurélien Edmond Rothschild, mon petit homme dit que vous n'allez pas non plus prendre la défense d'Apple. Alors non, je ne vais pas prendre la défense d'Apple et je pense que la question à se poser pour tout investisseur potentiel dans Apple, c'est peut-être qu'Apple ne sait plus forcément autant innover qu'avant, mais est-ce que Apple sait faire les bonnes acquisitions? Car aujourd'hui, Apple a les moyens de prendre le virage si elle achète les bonnes sociétés au bon moment. Je pense que c'est pas... on va dire, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de rumeurs sur Netflix. Ils font jamais d'acquisitions structurantes comme ça. Et justement, Netflix, ils font toujours des petits trucs très ciblés. 500 millions, 1 milliard. Et c'est pour ça que... Il faut parier sur le fait qu'ils vont savoir faire la bonne acquisition, l'intégrer correctement. Ils ont l'argent, ils ont 200 et ils ont l'argent. 50 milliards en banque. Ils peuvent rater la première et la seconde et peut-être que la troisième sera la bonne. Mais ils ont besoin, à mon avis, aujourd'hui de faire une acquisition, dans le contenu principalement. Grégory Volokin, vous pour vous, l'intelligence artificielle, où ils sont quand même. En IA, en autonomie, en voiture, en tout ce que vous voulez, ça aurait du sens de faire une grosse acquisition, de la structurante pour Apple, qui est déjà quand même le numéro 1 de la classe? Oui, en fait, ça aurait du sens. J'aime bien l'idée d'un Netflix, tout à fait. Mais je suis même pas persuadé qu'ils aient besoin de le faire. Il faut pas oublier que il y a un cycle produit dont on va voir très très vite la résurgence avec l'Apple 8 cet automne. Et si vous demandez à quelqu'un qui a un Apple 6 ou un Apple 7, est-ce que vous allez acheter l'Apple 8, il va de toute façon vous répondre oui. C'est-à-dire que il y a, je dirais, un business garanti pour Apple pendant encore très 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 longtemps. Alors évidemment, l'innovation, c'est pas à moi de juger actuellement que le téléphone qui n'est pas encore révélé au public manque d'innovation. Ça, il faut peut-être leur laisser encore un peu le bénéfice du doute. Et puis la dernière chose, je dirais, c'est que quand on parle de valorisation, là, vous avez alors vraiment le cas d'une valorisation qui, pour un investisseur, est extrêmement rassurante. C'est 14 fois les profits, mais avec 200 milliards de cash, vous enlevez le cash, ça se vend à 10 fois les profits. C'est-à-dire, c'est pratiquement la moitié des multiples que l'on paye actuellement sur le S&P 500. Donc, Apple, même s'ils sont peut-être moins innovants, et je me prononce pas, je le répète, est tout à fait où il faut qu'il soit comme action, et encore vraiment tout à fait un investissement pour aussi bien un individuel qu'un gérant professionnel, grâce à une valorisation extrêmement attirante. Bon, Apple, première boîte au monde par sa valorisation, mais toujours pas cher, nous dit Grégory Volokin. Il sait de quoi il parle depuis New York. Vous êtes aux avant-postes. Jacques Aurélien, l'iPhone 8, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Pas forcément sur les points techniques, hein. Les rumeurs vont aller jusqu'à mi-septembre, fin septembre, mais sur est-ce que ça peut relancer? Est-ce qu'ils peuvent reprendre la main? Est-ce qu'il peut y avoir enfin un effet waouh pour les 10 ans de l'iPhone quand même? Ça a été énorme cette évolution. Alors, si les dernières rumeurs sont exactes, le wow, il va surtout être sur le prix quand même. C'est-à-dire que $1000, ouais. Voilà, $1000, c'est quand même très compliqué, surtout si l'innovation perçue n'est pas au rendez-vous. Moi, clairement, ce qui m'intéresse le plus dans le nouvel iPhone, c'est la caméra 3D, qui sera, dans un premier temps, à l'avant de l'appareil, c'est-à-dire la reconnaissance de visage pour l'identification, qui à mon avis n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, mais la prochaine génération d'iPhone qui auront la caméra 3D à l'arrière, qui permettra de faire un mapping de son environnement, et là ça va ouvrir la voie à de très nombreuses applications. Comment vous savez déjà que la première génération sera devant l'appareil, mais la deuxième version derrière? C'est les sous-traitants qui vous disent ça? Un tour à Taïwan et en Corée, et en effet, ce que les sous-traitants en disent, c'est qu'a priori, ce ne sera pas pour cette génération. La surprise pour moi... hasard, hein, vous ne lisez pas ça dans le FT, non. Vous vous rendez vous-même directement sur place, tout à fait. En Asie du Sud-Est. Ouais. Exactement. Donc, c'est pas au hasard. Après, on pourrait avoir une surprise, parce qu'Apple s'est quand même encore gardé des secrets. Donc là-dessus, peut-être que ça sera à l'arrière de l'appareil, et si c'est à l'arrière de l'appareil, je deviendrai très positif sur Apple.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, le club des 5, oui, qui valent maintenant plus de 500 milliards de dollars. Courte pause, vous restez avec nous dans un instant, on change d'ambiance, quoique pas totalement, on parlera du sexisme et du harcèlement sexuel dans la Silicon Valley. On s'intéressera aussi à un projet fou qu'avait proposé il y a quelques années de cela le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, et qui est repris maintenant par les startups du monde entier, qui intéresse aussi les Français. Je veux parler du train du futur, Hyperloop. C'est juste après cette courte pause. À tout de suite. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Best of.